Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de retrouver Vanessa Arcos que nous avions reçue le 25 mai dernier, en même temps que Philippe d'ailleurs, il était là lui aussi. C'était pour Les Orteils se dressent pour écouter aux éditions Encre Rouge. Ce soir, c'est la sortie de ton livre qui s'appelle Une chance sur 666 aux éditions Terre en Ciel. On retrouve donc Philippe Roland, libraire, Les Cultures Papier à Charbonnières-les-Bains pour t'interroger. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. Avant de vous laisser la parole, je vais redire aux participants lecteurs qui peuvent poser des questions à Vanessa par mon intermédiaire et je viendrai les poser au bout de 30 minutes. Je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Alors, Vanessa. Bonsoir Philippe, je suis ravie de te revoir. Je suis également ravi de te retrouver pour la sortie de ton nouveau livre, Une chance sur 666, qui est aux éditions Terre et Ciel. Terre en Ciel, Terre en Ciel, tout à fait. Il sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies, je serais tenté de dire. Donc là, c'est le récit de ton cheminement, c'est une leçon de vie. Tu racontes ton expérience avec ta fille, auprès de ta fille Valentine, qui est porteuse de trisomie 21. On suit ton quotidien, votre quotidien, pendant 11 ans, de la naissance de ta fille jusqu'à son entrée en CM2 à peu près. Oui, c'est ça. C'est un récit qui a bouleversé ta vie. C'est un événement qui a bouleversé ta vie, ce qui est normal. Et des questions, et tu nous amènes à toutes les questions qui te sont venues à l'esprit, tous les problèmes que tu as dû gérer, tout cet nouvel univers que cela t'a ouvert. Alors, moi, je te connais depuis quelques années. J'avais eu la joie aussi de présenter, donc, comme le disait Nathalie, ton livre le 26 mai, le premier livre qui s'appelait Les Orteils se dressent pour écouter, qui était un premier pas dans cette démarche que tu as par rapport à ta nouvelle vie. Et ben, dans un premier temps, ce qui serait bien, c'est que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Tout à fait. Donc, moi, je suis rédactrice éditoriale, auteure de récits philosophiques. Donc, comme tu l'as dit, c'est mon deuxième ouvrage. Voilà, donc c'est, comment dirais-je, enfin, alors oui, je vais raconter après un petit peu en plus en détail, mais là pour me présenter donc rapidement, j'ai eu en fait plusieurs vies professionnelles parce que j'ai été dans les ressources humaines, dans le recrutement, voilà, dans les laboratoires pharmaceutiques pour être précise. J'ai créé aussi une société que après donc j'ai fermée pour m'occuper de ma fille. Voilà, donc j'ai complètement changé de voie et aujourd'hui, voilà, je suis rédactrice éditoriale. Je travaille avec les mots, voilà, ce que j'aime le plus. Voilà, sinon, pour me situer, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les rencontres, qui aime le soleil, le bon vin, voilà, qui aime la vie. Et, pardon ? Une épicurienne. Oui, voilà. Et puis, et puis j'aime surtout les différences qui font l'humanité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Donc, j'adore les rencontres. Voilà. Justement, tu peux peut-être commencer à nous parler un peu plus de ton livre, en dire un peu plus sur le déroulé de ton récit. Oui, alors, donc tu l'as un petit peu résumé, mais c'est vrai que je peux en dire un petit peu plus. Donc, tout est dans le titre, hein. Une chance sur 666, c'est la statistique en fait qu'on m'a attribuée. Quand j'ai passé le test des marqueurs sériques, quand j'avais 32 ans, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc de ma fille Valentine. Donc, j'étais à peu près à 4-5 mois de grossesse. On m'a fait le test des marqueurs sériques, donc qui est un test sanguin classique. Voilà, donc il en est ressorti que j'avais que 0,2% de chance d'avoir un enfant porteur de trisomie. Donc, moi, j'ai pensé à ce moment-là que finalement, 0,2, ça voulait dire 0. Très clairement, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Voilà, c'était pas. J'ai passé ce test finalement sans me poser beaucoup de questions. Donc, quand Valentine est née, évidemment, ça a été un choc abyssal. Ça a été quelque chose de très, très difficile. Puisque voilà, vous accouchez, enfin j'accouche, tout se passe bien, hein, ça a été absolument merveilleux cet accouchement. Et puis voilà, on m'annonce cette chose qui était complètement surréaliste, puisque Valentine est née telle que je ne l'attendais pas.
D'un coup, on prend dans la figure le mot handicap, le mot trisomie, qui est quelque chose de tellement galvaudé, de tellement caricatural, a priori. Voilà, c'est l'épouvantail un peu qu'on nous met comme ça au-dessus, là, c'est voilà, difficile. Et donc, dans mon livre, je parle du cheminement, de tout mon cheminement psychologique, spirituel, de mon évolution personnelle et en parallèle de l'évolution de ma fille qui grandit, hein, puisque comme tu l'as dit, c'est de la naissance jusqu'à ses 11 ans. Voilà, donc c'est tout ça, c'est toute cette transformation, c'est toute cette vie changée, toutes ces questions qui apparaissent auxquelles on n'avait pas forcément au départ, voilà, on ne s'était pas posé. C'est parallèle que tu vis avec elle, je crois. Pardon, excuse-moi. C'est même plus qu'une vie en parallèle. Vous ne vivez pas côte à côte. Alors, comment ça, on ne vit pas côte à côte C'est une vie plus profonde. C'est pas... Oui, enfin, c'est parce que voilà, nos chemins ont été, voilà, se sont mis ensemble et on marche donc parallèlement, mais comme une mère et son enfant, hein, normalement, voilà. Mais c'est devenu, voilà, on marche dans les pas l'une de l'autre. Au final, ça devient ça, main dans la main, cœur à cœur. C'est vraiment, ouais, peut-être par rapport à ça que tu voulais poser ta question. Voilà. Une petite parenthèse, c'est vrai que au fur et à mesure de la lecture de livres, on ne sait plus qui guide qui. Oui, voilà, effectivement. Donc, exactement. Ça peut se lire à plusieurs niveaux. Et comme à un moment, je le dis dans le texte, je ne sais pas qui a vraiment engendré l'autre. Hein, Oui. Voilà, parce que je pense qu'il y a deux réponses, très clairement. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur. On va approfondir des points, je pense, mais pour situer mon récit, voilà, de quoi ça parle. Voilà. Pourquoi as-tu décidé de raconter ton parcours avec ta fille Valentine? Alors, moi, je l'ai fait déjà parce que, comment dirais-je, je voulais proposer, alors un témoignage évidemment, mais plus que ça, quelque chose de plus profond, quelque chose qui emmène le lecteur dans des contrées qu'il ne connaissait normalement, enfin qu'il ne connaît normalement pas, parce que la trisomie, ça touche quand même pas tout le monde, même s'il y a beaucoup d'enfants porteurs de trisomie ou d'adultes qui ont grandi avec cette pathologie. Donc, c'était vraiment pour faire comprendre que le handicap faisait partie du monde réel. C'est vraiment ça quand même l'idée. C'est pour ça qu'on suit mon quotidien aussi. Hein, que voilà, toutes mes réflexions, tout ce que je peux faire, c'est mon quotidien, c'est tout ça. Donc, c'est pour montrer au lecteur que le handicap fait partie du monde réel, que ce n'est pas une hypothèque au bonheur, parce que bon, c'est un livre très gai. Hein, c'est je veux dire, c'est un livre que je trouve, moi, très positif et que j'ai voulu comme ça. C'est un beau livre, c'est quelque chose, on ne pleure pas, hein, c'est pas du pathos, c'est pas, voilà, pas de déni. C'est très ancré dans le réel, tu t'appuies sur le réel pour faire avancer les choses. Voilà, exactement. C'est montrer au lecteur aussi que donc, le handicap, qui peut paraître une quatrième dimension hein, parfois, en fait, pas du tout. Le handicap est avec nous et tout le temps là. Donc, il faut le regarder dans les yeux. C'est quelque chose qui est une réalité palpable et qu'il ne faut pas en avoir peur et qu'il faut vraiment… ça n'empêche pas voilà, de vivre des choses fantastiques, vivre des choses heureuses. Même, je dirais, le bonheur a un goût encore plus puissant parce que quand on arrive à grimper des montagnes, à faire des choses fabuleuses, on a encore plus ce goût de l'effort et de l'envie. Alors à la fois moi, mon envie, mon effort, parce que en tant qu'aidant, hein, et puis ma fille qui est extrêmement volontaire, qui a envie hein, de réussir et qui comprend déjà tout à fait depuis longtemps qu'elle est différente. Voilà, donc c'est pour faire comprendre que le handicap, de toute façon, c'est là, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se cacher les yeux, c'est pas le déni, c'est pas tout ça. Ça peut arriver à n'importe qui aussi, Oui, parce que la plupart des handicaps ne sont pas présents à la naissance, hein. Ça, faut quand même le savoir. Ça arrive tout au long de la vie. On peut faire tous un AVC demain, être très handicapé, on peut se faire renverser par une voiture. Voilà, c'est infini hein, ce qui peut nous arriver. On est extrêmement fragiles, hein, les humains. Voilà, c'est… Et justement, comme tu le dis, quand on est confronté à la différence, à l'extraordinaire, des questions se posent. Ouais. Comment dire, on mesure mieux en tant que lecteur l'ampleur des problématiques. Est-ce que tu peux expliquer
les plus grandes questions auxquelles tu as dû te confronter? La première chose, ce qui m'est venu en pleine figure le jour de l'accouchement, c'est quand j'ai compris qu'en fait, avoir un enfant, c'était prendre un risque. Là aussi, c'est quelque chose qui ne m'était pas apparu d'une évidence avant. Voilà. Valentine est mon deuxième enfant. Hein, voilà. Donc, ça, déjà, c'était quelque chose d'assez violent de le comprendre comme ça et de le recevoir ainsi. C'est, avoir un enfant, c'est toujours prendre un risque. Mais c'est comme de vivre. Vivre, c'est prendre des risques tout le temps. Hein. C'est évident. Sinon, on vit sous cloche et il ne se passe rien dans nos vies. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Après, c'est tout ce qui correspond, par exemple, comme je le disais, à la fragilité. Alors ça, par contre, je le savais déjà, mais c'est venu encore plus profondément me tarauder. C'est qu'on a tous notre condition de mortel et que là, c'est un révélateur énorme parce que on prend en pleine figure la fragilité humaine. Et du coup, il y a plein de choses qui reviennent. C'est qu'on se dit, ah mais oui, voilà, effectivement, on est mortel, on est fragile, on n'est rien, quoi. On n'est pas grand-chose, on est une poussière d'étoiles. Et il n'y a qu'à souffler des fois un peu fort pour qu'on tombe. Hein. Voilà. Et ça aussi, c'est assez violent. Et puis de mettre ça en parallèle avec la société et ce qu'elle nous renvoie. C'est-à-dire, on a toujours une petite musique hein, dans la tête de la société qui nous renvoie toute la journée, hein, des dictates, des normes, des choses comme ça, des canons de beauté. Alors là aussi, on pourra en parler avec les handicaps. Hein. C'est violent, hein, là, au niveau de la confrontation. Tout ça, c'est difficile et on se rend compte que la société, oui, elle est un peu à côté de la plaque. C'est un peu... tout ce qu'on entend, c'est n'importe quoi. Ça ne correspond pas à la réalité parce qu'on n'est pas tous des clones. Au contraire, on est tous différents. Donc, vouloir lisser toujours les choses pour les mettre dans des cases et dans des normes, c'est juste pas possible. Voilà, donc c'est ça qui m'est venu, moi, et apparu assez violemment au départ, qui m'a permis de cheminer. Hein. Et puis après, c'est toute la dimension de l'autre. Parce que toute la journée, hein, on rencontre des autres. Même souvent, on peste. Hein. L'autre, il m'a grillé la priorité à droite. L'autre, il m'a doublé dans la caisse du supermarché. L'autre ceci, l'autre cela. Il ne me comprend pas, il ne m'écoute pas. L'enfer, c'est les autres. Hein. Bon, c'est un peu ça quand même. Mais là, on se rend compte que, mais en fait, ouais, mais l'autre, on ne le connaît pas. Qui est l'autre? Avec un A majuscule. Qui est autrui? Grande question. Et quand on a un enfant handicapé, qu'on est plongé dedans, et ben, là, il nous tend un miroir. Et alors, on se regarde dedans, hein, on se dit, ben, moi, je suis qui déjà pour commencer et puis l'autre, il faut que je le regarde dans les yeux, cet autre différent. Qui est-il? Il va falloir essayer de le comprendre parce qu'il est différent. Il va falloir essayer de l'aimer, il va falloir essayer de se dire, et ben, même avec un corps différent, un esprit différent, des fois un corps meurtri hein, pour des handicaps bien différents de ce qui est de la trisomie. Voilà, tout ça, ça mène à des questions qui forcément sont très profondes et sont existentielles. Hein. Ça nous ramène à l'essence de ce qu'on est. Voilà, et ça m'a vraiment... c'est des choses, pour revenir à ta question, qui sont... C'est ça, c'est qu'est-ce qui m'est apparu, qu'est-ce qui m'a sauté vraiment à la figure, hein, avec violence quand même. Ce que j'aimerais aussi maintenant, c'est que tu nous parles de Valentine. Parce que là, on parle de généralité, on parle, mais c'est avant tout Valentine, c'est l'histoire de Valentine. C'est l'histoire de Valentine et de toi. Quelle est la plus grande bataille que tu aies menée pour elle? Alors, la plus grande bataille, je dirais, c'est la bataille de l'inclusion. Parce que ça a commencé pour nous dès la crèche, en fait. On s'est posé la question hein, avec mon mari, savoir ce qu'on voulait faire, est-ce qu'on la mettait en crèche ou pas, déjà pour l'inclure avec les autres, pas la garder sous cloche, parce que sa place, c'est au milieu des enfants, c'est parmi ses pairs, c'est pas ailleurs, hein, parce que voilà, c'est une enfant avant tout, même différente, et donc on a décidé de la mettre en crèche, une crèche à la fois normale et à la fois particulière, parce qu'elle accueille des enfants classiques
Et puis, elle avait 30% de ses places réservées pour les enfants à handicap divers et variés, ce qui permettait une approche vraiment personnalisée, pas standardisée. On ne voulait pas quelque chose. On voulait beaucoup d'humanité, en fait. Voilà. Et on voulait quelque chose avec des gens formés, des gens qui avaient envie de faire partie d'un vrai projet. Donc, on a commencé là-dessus, sur l'inclusion, pour viser l'école, hein, bien évidemment. Donc, parce que notre plus grand souhait, c'était de la mettre à l'école ordinaire pour qu'elle puisse être tirée vers le haut, bien sûr, être avec les autres, les enfants de sa génération, de sa classe d'âge. Voilà, on a essayé vraiment de rendre ça possible. On y est arrivé. On a eu vraiment une chance extraordinaire d'avoir des enseignants, une école ouverte qui a vraiment fait beaucoup. Parce que ça, on peut faire toutes les lois qu'on veut. Là, j'en suis intimement convaincue. Toutes les lois qu'on veut, c'est bien, il faut, hein. Il faut un cadre. Mais derrière, si vous n'avez pas les humains, hein, les êtres bienveillants qui ont envie de s'impliquer, de se compliquer des fois aussi la vie, parce que c'est vrai qu'il faut tout adapter, il faut faire autrement. Quand on en a déjà 25 dans une classe, c'est difficile, hein, ça je conçois. Mais on est toujours tombé sur des gens formidables qui nous ont aidés. Voilà, donc moi je voulais raconter quand même une belle histoire, hein, parce que on est tombé sur une équipe enseignante de la maternelle hein, jusqu'à aujourd'hui en CM2 qui sont formidables, qui ont rendu cela possible. Parce que donc nous, on a tout fait, hein, bien sûr, pour convaincre, voilà. Mais si derrière, vous n'avez quand même pas la volonté humaine, mais ça, c'est vrai en toute chose, hein, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, là-dessus, on les a convaincus, on leur a montré que c'était possible, que le handicap n'était pas, surtout celui de Valentine, c'était une caractéristique, bien sûr. Ce n'était pas son identité. Son identité avant tout, c'était d'être une enfant, donc d'être à l'école. Ça, c'était sa place. Voilà, donc on a réussi quelque chose d'assez extraordinaire. La première pierre, c'était vraiment l'inclusion. Donc ça, et ça a donné, donc ma première bataille a donné la première victoire de Valentine. C'est-à-dire l'apprentissage de la lecture à l'âge quasi normal en fait. Voilà, parce qu'elle a commencé les syllabes à 5 ans, donc ça a duré 2 ans son apprentissage. Donc elle a fait 2 grandes sections et arrivée en CP, elle savait lire. Voilà, donc elle avait presque un peu d'avance sur les autres. Voilà, donc ça c'était, c'est la première chose capitale, c'est l'inclusion, bien sûr. Je pense que vous avez été, votre enthousiasme, tu dis que vous avez eu affaire à des gens formidables, mais je pense que c'est votre enthousiasme et la conviction que vous mettiez dans ce projet qui a achevé de convaincre les gens et qui vous ont suivi. S'il n'y avait pas eu ton enthousiasme et ton engagement total, bien sûr, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cet écho derrière. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment des synergies, en fait, qui se sont rencontrées à un moment donné. Quand vous êtes positif aussi, quand vous essayez de montrer que c'est possible. Voilà. Et puis, bon, Valentine nous a quand même aidés. C'est évident qu'elle a eu un rôle aussi majeur. C'est qu'elle était réceptive, elle était là, elle avait envie, quoi. Et elle se comportait bien. Donc, il n'y avait pas de raison de dire qu'elle n'avait pas sa place à l'école. Voilà, donc on a pu bâtir quelque chose que j'aurais jamais cru en fait capable au départ, le jour de l'accouchement, quand on m'a annoncé ça. Pour moi, c'était pas concevable. Voilà. Et quand on lit ton ouvrage, on se doute que c'était réalisable. Quand on voit l'enthousiasme que tu y mets et la détermination, on voit que tu ne peux qu'amener avec toi l'adhésion de ceux qui sont confrontés à ce projet. C'est gentil. En tout cas, c'est vraiment, voilà, nous, ce qu'on a toujours fait, c'est parce que je dis mais en fait, on est nous, hein, il y a mon mari et puis plein d'autres gens positifs autour. On a toujours essayé d'être dans une dimension pour convaincre. Hein. C'était vraiment ça. C'était notre job de parents, quoi. D'essayer de convaincre, de pas y aller frontalement et d'essayer de faire une entreprise de conviction véritablement en s'appuyant sur des gens. Tout à fait, c'est un vrai job de parents, même pour des enfants non porteurs de handicap. C'est le même job, vous l'avez fait avec le même enthousiasme et puis voilà, ça a effacé la différence et ça a remporté l'adhésion.
Voilà, tout à fait. Puis, je peux aussi passer de bonjour aux auxiliaires paramédicaux qui sont occupés de Valentine aussi et qui ont œuvré énormément pour, voilà, pour lui apprendre plein de choses et que ce soit aussi possible parce que entre les kinés, l'orthophoniste, les psychomotriciens, ils ont tous aussi un rôle extraordinaire pour que voilà, Valentine soit le plus possible prête pour être dans le monde réel, quoi. Mais bon, dans ton ouvrage, il n'y a pas que ça. Ça va beaucoup. Ouais. Il n'y a pas que du côté pratique, c'est pas qu'un récit. C'est aussi un vrai livre avec où tu mets en perspective ton cheminement, l'évolution de Valentine avec des pensées philosophiques et des références littéraires qui ont fondé ce qu'on pourrait appeler notre humanité. Pourquoi ce parti pris au cœur de cet ouvrage? Alors, parce que pour moi, le verbe est au départ vraiment de toute la pensée humaine, de tout ça. Donc, oui, c'est très important parce que c'est, comment dirais-je, ce qui est important, c'est de lier en fait le verbe avec la naissance de l'humanité. C'est-à-dire que moi, quand Valentine est née, j'étais un petit peu dans le néant. Hein, j'avais besoin d'en sortir. Donc, j'ai cherché la lumière, j'ai cherché. Voilà, je suis revenue un petit peu aux bases, à la base d'humanité avec la parole. Et quand on a commencé à communiquer, à parler, donc quand le verbe voilà, est devenu quelque chose qui avait du sens pour les homo sapiens que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc j'ai vraiment pris ce fil aussi pour dire que, et d'ailleurs c'est le titre de mon premier chapitre qui s'appelle Le recommencement, parce que voilà, à l'échelle pareil de la création de l'humanité qui est sortie de son néant pour s'élever, élever ses pensées, etc., et progresser. C'est un peu moi ce qui m'est arrivé quelque part. Je suis sortie de mon néant, je me suis ouverte, j'ai voulu parler des références qui m'ont éclairée, des auteurs qui ont pu m'aider, parce que ça aussi c'est une aide bien précieuse. Hein. Un texte, ça peut être un révélateur. Des pensées, voilà, ça aide à progresser. Et ça aide le cheminement que l'on essaye de faire seul ou en discutant avec tous les gens références qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Mais voilà, c'était vraiment ce fil rouge-là que j'ai voulu tirer, quoi, cette espèce de pelote que j'ai voulu tirer voilà, du verbe. Et puis après, c'est peut-être signifier que la littérature, c'est comme le handicap, c'est-à-dire que ça sauve de rien, clairement, mais lire, ça apporte quand même beaucoup. C'est pas parce qu'on souffre que, pareil, on finira pas comme tout le monde, hein, on est tous mortels, c'est identique tout ça. Mais ça ouvre au territoire de l'essentiel. La littérature, pour moi, ouvre au territoire de l'essentiel, aux pensées philosophiques. Eh bien, c'est la même chose. Le handicap, on est tout de suite dans l'essentiel, on est tout de suite dans l'authenticité. On ne triche pas. Voilà, c'est ça. Et les mots, pour le coup, sont des médiateurs. Ils aident à faire ce cheminement. Et voilà pourquoi j'ai fait des clins d'œil aussi sur moi, sur ma passion des mots, hein, puisque c'est mon métier aujourd'hui, mais aussi parce qu'à l'échelle de l'humanité, on est sorti du néant ce jour-là, quoi, quand on a décidé de parler, d'écrire, après d'inventer des alphabets, des langues, etc. Voilà, c'est tout lié. Comme tu le dis, on fait tous le même voyage. Après, reste à savoir à quelle hauteur on veut le faire. Et voilà, c'est à peu près ça, ouais. À voyager plus léger, plus haut, peut-être. C'est ça, ouais. Et justement, puisqu'on en est à parler philosophie, humanité, pourquoi as-tu introduit des références bibliques dans ton livre alors que dès le début, tu dis clairement que tu es agnostique? Alors, au départ, oui, il y a quelques petites références, effectivement, on va dire religieuses, parce que, et puis alors, je vais jusqu'à Nietzsche, Rimbaud, etc., donc des choses qui n'ont rien à voir, hein, mais qui continuent dans une très grande logique de la pensée humaine.
Moi, c'était vraiment pour, comment dirais-je, pour signifier le voyage de ma pensée. Donc, comme je le disais, cette naissance m'a permis d'évoluer. Donc, oui, ma pensée a évolué, ma pensée est passée par tout un tas de choses. On commence dans la vie, en fait, toujours avec ses bagages. Et ses bagages, c'est quoi? C'est son éducation, c'est le pays aussi dans lequel on est né. Enfin, c'est tout ça qui nous donne un tas de choses passionnantes. Mais après, moi, j'ai toujours cherché à ne pas m'en contenter. J'ai toujours cherché à évoluer. Donc, c'est pour ça que je disais voyage, mon voyage de la pensée. Parce que, oui, au départ, moi, mes bagages, c'est mon éducation judéo-chrétienne, comme beaucoup de gens, mais ça m'a jamais suffi. J'ai jamais eu toutes les réponses que je cherchais, que je voulais. Donc, j'ai toujours cherché sans jamais cesser, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, j'ai beau être une littéraire, c'est pas pour ça que j'ai pas un esprit scientifique, à savoir le doute. Le doute m'habite en permanence, donc je cherche toujours et je trouve que tout est signifiant en fait. Dans la vie, tout est signifiant. Dans les lectures aussi, tout est signifiant, tout est passionnant. Dans toutes les religions, il y a des choses fantastiques qui ont été dites. Voilà, après, ça dépend toujours comment on les lit, comment on les interprète, ce qu'on en fait, etc. Quel voyage voilà, on prend avec tout ça. Donc moi, j'ai autant aimé certaines choses des fois, oui, qui m'ont mis sur une piste, des choses de type religieuse, comme tu le disais. Mais voilà, ça ne me suffit absolument pas. Moi, après, c'est toute la philosophie qui, pour moi, m'apporte beaucoup plus de réponses et ça me fait poser des questions plus pertinentes. Et puis voilà, donc c'est... C'est vrai que dans ton livre, il y a une vraie dimension spirituelle, c'est ce qui Oui. donne un peu tout ton récit. Tu es très sensible aux signes. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Les signes, pour moi, c'est... moi qui suis très ouverte, très curieuse, moi j'ouvre toujours grand les portes, les fenêtres et les livres, hein, tous. Du coup, c'est... comment dirais-je, je suis sensible aux signes, c'est-à-dire les heureux hasards, les synchronicités, les choses, des fois on se dit, ah mais ouais, ça c'est signifiant, ça a du sens, parce que moi j'ai besoin de sens, c'est vraiment, c'est la base même de mon fonctionnement en tout. Donc, c'est, comment dirais-je, c'est comprendre que la société qui cloisonne toujours tout, en fait, là-dessus est dans l'erreur parce que dans la nature, dans la vie, tout est lié, tout est interdépendant, donc tout est signifiant, encore une fois, voilà. Donc, il faut vraiment ouvrir grand les fenêtres, quoi. Voilà, faut être curieux, faut être sensible à certains signes, sans pour cela devenir complètement bizarroïde, parano, machin, mais il y a vraiment toujours des choses à trouver, à prendre et se dire, tiens, rien n'arrive par hasard. Enfin, moi, c'est ce que je pense sincèrement aujourd'hui, que rien n'arrive par hasard. Voilà, il y a cette dimension-là que j'ai voulu rendre dans mon livre. Voilà. C'est vrai qu'une fois qu'on t'a lu, qu'on te connaît, on prend conscience que ce qui est arrivé, c'était pas un hasard et c'est ce qui t'a peut-être permis d'arriver à cette... je ne préjuge pas de tes qualités, mais ce qui t'a permis d'arriver à cette altitude. Voilà, quelque part, alors oui, j'ai toujours été passionnée de philosophie, ça ne s'est pas sorti du chapeau, évidemment, du jour au lendemain, mais j'ai eu encore plus envie voilà, de chercher des choses très précises, etc. Et de continuer, encore une fois, mon voyage de la pensée qui ne sera jamais fini, parce que là, j'ai quand même bien la lucidité de me dire que je n'aurai jamais toutes les réponses et je n'aurai jamais fini. Justement, une question. Alors, la vie, c'est un hasard ou déterminisme? Eh bien, je dirais ni l'un ni l'autre, en fait. Pour moi, il y a vraiment, comment je pourrais dire, il y a des choses qui arrivent. Bon, elles arrivent, ça c'est une certitude. Après, avec nos pensées, nos actes, on va agir dessus. Après, voilà, ça dépend de l'angle de vue qu'on a bien envie d'avoir.
Vous avez des gens, dans la vie, on a des gens, oui, qui sont assez pessimistes et négatifs, qui vont dire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, c'est le déterminisme dans toute sa splendeur, j'y peux rien, etc. Puis il y a des gens qui ont un point de vue positif, ça c'est plutôt moi, point de vue actif, vous allez vous dire oui, d'accord, tout ce qui vous arrive, ça vous arrive, mais comme je disais, les pensées, les actes qu'on peut mettre sur ces choses doivent avoir des conséquences, et ça a toujours des conséquences. Donc tout ça pour dire qu'il y a toujours un chemin. Ça, c'est une obligation. Et à partir de là, vous pouvez sortir des sentiers battus, avoir envie de changement. Il ne faut jamais hésiter. On redistribue les cartes, en fait, sans arrêt. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Ne jamais avoir peur, ne jamais tomber dans le pessimisme et se dire que sa façon de voir les choses, optimiste ou négatif, va permettre voilà, de créer vraiment... de créer ce qu'on a envie de créer. On est quand même aux manettes, quand même un petit peu au départ, et qu'il faut se saisir de la matière qu'on a sous les yeux, les rencontres, les circonstances. Voilà. Sachant que le moment venu, oui. Et puis alors, une petite dernière question, parce qu'on ne l'a pas évoqué, par rapport au handicap. Est-ce que tu as eu, ou vous avez eu, dans la cellule familiale, ouais. à subir parfois des mots qui pouvaient être blessants, des regards, Alors, donc c'est vrai qu'on a bénéficié de beaucoup de bienveillance, ça comme je l'ai dit, mais après, il y a des choses alors, qui ne sont pas méchantes, mais qui ont pu être maladroites. Ça, je dirais, c'est inévitable. Quelquefois, j'ai pu entendre oh, la pauvre, oh, elle ne souffre pas, des choses comme ça. Enfin, moi, je me suis dit, mais la pauvre, non, mais elle n'est pas pauvre, Et puis, non, elle ne souffre pas du tout, Ce n'est pas une maladie, voilà, c'est une caractéristique. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est toujours un peu bizarre. Parce que pourquoi, oh la pauvre, enfin voilà, je veux dire, elle est heureuse, elle est ce qu'elle est, et non, elle n'est pas pauvre. Puis après, des choses du style, ah mais ça m'est arrivé une seule fois. Ah mais, ah oui, trisomie 21, mais il en est encore. Alors ça aussi, c'est une violence en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est hyper violent. Parce que ça veut dire tellement de choses, en fait, tellement de choses négatives, tout ça. Dites, bah oui, il en est encore. Et ma pauvre dame, depuis même Néandertal, la trisomie 21 existe, voilà, dans le génome humain. Et ça n'a jamais empêché tous les autres d'évoluer en Homo sapiens sapiens, voilà. Donc, comme quoi, voilà, la trisomie 21, ça a toujours existé. Et ça a posé de problèmes, finalement, à pas grand monde, sauf à ceux qui ont des problèmes qui n'aiment pas la différence ou qui savent pas, qui ont peur des apparences ou qui ont peur d'eux-mêmes. Comme je le disais, on peut rebondir, ce que je disais au début, l'aspect du miroir, le handicap qui peut être violent pour ce que ça révèle pour l'autre, etc. Ça le pousse dans des dimensions de fragilité et de finitude qui peuvent être compliquées. Voilà pourquoi souvent il y a un rejet aussi. Voilà, donc c'est pas méchant. Enfin, moi, j'ai toujours essayé de me dire, c'est pas méchant, mais c'est tellement bête et tellement. Et là encore, le verbe, mon Dieu, mais quelle importance. Réfléchissons aux phrases que l'on lance comme ça, des fois, des phrases malheureuses qui font quand même, qui font mal, bien sûr. Bien sûr. Alors, je suis de retour. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Oui, Je ne vais pas vous couper parce que c'était très intéressant ce que tu étais en train de nous dire, Vanessa. Je vais juste montrer le livre. Il est là. C'est Valentine sur la photo? Oui, absolument. Alors, il y a un message de Cathy, avant que j'oublie, qui nous regarde depuis le Canada, qui trouve que cette couverture est sublime. C'est gentil. Valentine est un vrai rayon de soleil. C'est vrai que cette couverture est sublime. Donc, c'est aux éditions Terre en Ciel. Ouais. Voilà, il est sorti aujourd'hui. Il est sur les tables de librairie. Il est derrière Philippe dans sa librairie à Charbonnières-les-Bains. La librairie Les Cultures Papier. Moi, je voudrais juste dire que c'est pas seulement un récit, c'est vraiment un livre d'auteur avec de la profondeur, de la philosophie, de la réflexion. Et moi, j'ai passé vraiment un vrai bon moment de lecture. Donc, merci beaucoup, Vanessa, d'avoir écrit ce livre. Merci infiniment. Il y a des questions. Alors, avant de passer aux questions, il y a des messages sur Facebook. Alors, c'est des grands bonjours. Alors, je cite, il y a Valérie, il y a Marie-Josée et il y a Isabelle qui te saluent. Donc, voilà, j'ai oublié. Merci beaucoup. Avant de passer à la petite surprise, j'ai des questions. Moi, j'ai juste envie de te dire, si je te dis patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ça te dit quoi, ça? Pape de La Fontaine. Effectivement, parce que
Je parle, donc ça c'est le lion et le rat. Je parle des fables de La Fontaine voilà, dans le livre pour expliquer effectivement certaines choses, voilà, une certaine philosophie de vie, une façon de comprendre Valentine, une façon de voir ou comment il faudrait peut-être voir la vie parfois, avec des vertus passives, avec voilà, des choses un peu plus humaines, un peu plus pondérées, cadrées, et qui finalement, au départ, parce que souvent, hein, la patience, c'est pas forcément vu comme quelque chose de gagnant, de performance, et on se rend compte que, bah si, la patience peut faire beaucoup plus voilà, que la force, le rat, voilà, ou la force du lion. Enfin, tout ça, ce sont des choses, effectivement, qui sont des réflexions que je mène tout au long du récit. Alors, une question et après on va passer à la surprise parce Oui. qu'il y a des choses prévues. Aurélie demande, est-ce que tu faisais lire à ton mari les chapitres au fur et à mesure que tu les écrivais ou tu avais besoin d'écrire seule sans son regard? Alors, j'ai écrit tout toute seule au départ. Et quand j'ai trouvé que c'était suffisamment présentable, et surtout pour lui, qui quelque part est un petit peu, oui, cité dans le récit, et puis voilà, pour lui aussi, ça a une dimension très affective, bien sûr. J'ai attendu que ce soit tout ficelé et je lui ai donné la totalité. Et puis, il l'a lu, il l'a avalé d'un trait, bien sûr. Et puis, il m'a dit que c'était très bien, que je pouvais y aller, qu'il n'y avait rien à redire. Alors, on a une petite surprise pour toi et on va montrer des images et après, j'appellerai la fameuse Roxane qui est arrivée, qui nous a rejoint. Je ne sais pas si on l'a D'accord. vu. Donc, on va partir et on se reparle juste après ces images. Ok, ça marche. Ça va arriver, hein. La magie du direct. Ah oui, c'est ça.
Je suis fille, je suis mère, je suis moi. Je suis rythme, je suis force, je suis voix. Je suis vive, je suis rire, je suis là. Je suis là, je respire et je suis dans mon droit. Dans mon droit, je suis. Je comprends 3 langues. Je voyage partout. Je vais à l'école. Je ne suis pas porteuse de trisomie. Je suis Julie. Je suis citoyenne. La trisomie n'est pas plus lourde à porter pour moi que ma peur de lunettes. Alors, nous accueillons Roxane Butterfly et Julie. Avant de donner la parole à Roxane, je voudrais juste dire que Roxane est artiste rythmicienne, chorégraphe de l'instant, grande figure du tap dance aux États-Unis et en Europe. Et elle nous fait la joie d'être présente ce soir pour toi, Vanessa. Donc, je vais lui laisser la parole et elle est accompagnée de sa fille Julie qu'on vient de voir sur les images. Bonsoir Roxane, bonsoir Julie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, d'abord, vous dire que Julie a écouté toute la rencontre. Elle a été fascinée et qu'à chaque fois qu'elle entendait le mot trisomie, elle disait « c'est moi » et elle applaudissait. Alors, c'est très important, bien sûr, pour les parents, pour la société, mais c'est aussi important pour les enfants qui entendent en général beaucoup de tragédies, beaucoup qui s'imaginent qu'ils sont source de problèmes, on leur colle les mots handicap et maladie. Et bon, nous, on a eu la chance que Julie soit née en Espagne, dans un pays où la mentalité est fondamentalement différente. Il n'y a eu aucun de ces dédales émotionnels par lesquels vous êtes passés qui ont été les miens. Alors, j'en ai eu d'autres, mais ça ne se situe pas du tout au même endroit. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le titre de votre livre, parce que ça s'appelle « Une chance » sur 666. C'est ça. Et ce n'est pas une malchance. Exactement. C'est tout à fait ça. C'était vraiment ce que je voulais donner, voilà, tout de suite. C'était de dire que c'était l'espoir, que c'était beau, que c'était voilà, une belle histoire et que Valentine, oui, est une chance, bien sûr, et tous les autres enfants porteurs de trisomie, si on sait les accepter, les aimer et les inclure dans notre société, ils sont une chance. Ça, j'en suis absolument convaincue. Est-ce que vous montrez Oui, je veux dire quelque chose. Philippe, c'est quand j'ai à l'école. Philippe, c'est la Muriel Claire. C'est Muriel qui te regarde, ton institutrice Nathalie, te regarde. Je préfère ce moment de Kiwi. Voilà, donc Julie a dit à ses copains de classe de regarder l'émission. C'est gentil. Parce qu'on espérait que vous parleriez de l'inclusion. Et ça a été magnifiquement fait. Et puis alors, moi, ce que je ne savais pas au moment où Frédéric m'a demandé de participer, parce que je n'avais pas encore fini de lire le livre, je l'ai fini tout à l'heure. Et c'est que vous faisiez aussi beaucoup référence finalement, enfin surtout à la fin, des images sur la danse en citant Nietzsche. Non, je peux Exactement. Tu veux le lire, mais j'ai très mal écrit, ma chérie, mais tu pourrais le lire autrement, tu vois. Et il y a un des paragraphes final où vous mentionnez, et c'est très rigolo pour moi qui fais de la danse qui sonne avec les pieds. Vous parlez de chemin, de marcher les unes dans le chemin de l'autre. Et donc, en mentionnant Nietzsche, vous dites le danseur n'a-t-il pas des oreilles dans ses orteils? Absolument, c'est ça. Vous concluez en concluant entendre en soi l'appel du sol pour s'élancer, le cri de la terre pour y répondre. Tout à fait. Alors là, j'avais les larmes aux yeux parce que vous mettez des mots sur ce que moi je ressens sans forcément trouver les mêmes. Et je pense qu'en ce sens-là, ça peut vraiment être quelque chose d'ultimement bénéfique pour toutes sortes de parents qui sont confrontés à cette situation de lire, parce que ces mots, ce verbe aide à vraiment caler des émotions qui sont débridées parfois. Ouais. Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand Valentine fait l'apprentissage du langage écrit et de la lecture et de l'écriture, et vous, en tant que fabricante de pensée, de manipulatrice des mots, vous dites qu'au moment où elle a
commencé à entrer dans cet apprentissage, vous avez refait une espèce de prise de conscience de l'acte d'écrire. C'est ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai vécu la même chose en tant qu'artiste avec mon art de danse. Bien sûr. J'avais l'impression qu'avant d'avoir Zuli, ma vie d'artiste qui avait été assez spectaculaire, j'ai eu une grosse carrière, en fait, c'était une parenthèse, une espèce de répétition générale et que le vrai show, c'était d'accueillir cet enfant dans le monde. Exactement. Et que tous les outils que j'avais amassés dans ce chemin de danseur aux orteils qui sonnent, ouais, c'est ça. L'improvisation, les voyages, se définir par rapport au spectacle chorégraphié, etc. Positionner sa voix en tant que femme, en plus dans un milieu où il n'y avait pas de femmes non plus. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, m'ont donné des outils pour transmettre des valeurs, transmettre aussi des soutiens, même psychomoteurs, la grammaire du langage, etc., à un niveau que je ne me soupçonnais pas capable d'accomplir. Voilà. C'est ça. Donc, c'est vrai que ce que vous dites résonne absolument avec une des phrases que j'ai employées ce soir, à savoir que, eh bien, c'est laquelle des deux a donné naissance voilà, à l'autre, hein, laquelle a engendré l'autre. Et forcément, oui, comme je disais, il y a deux réponses. C'est à la fois vous et elle, ou elle et moi, Valentine et moi, voilà. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça nous a donné un peps supplémentaire, ça nous a réinventé et on s'est réinventé dans nos vies, dans nos arts, voilà, c'est vraiment ça, absolument. Et en plus, c'est marrant parce que Valentine a fait des cours de comédie musicale et de théâtre et qu'elle adore ça et qu'elle aussi, elle a découvert le mouvement, qu'est-ce que c'était que son corps avec tout ça, se présenter aux autres en étant différent, c'est aussi tout un challenge, hein, tout ça. Voilà, on se présente, on y va, quoi. On ne pense pas à se dire, j'ai peur, on y va, et ça l'a beaucoup aidé. Et du coup, les gens deviennent extrêmement... il n'y a rien à voir, quoi. Ils sont là, ils sont dans l'art, ils sont dans le mouvement, dans la beauté de ce qui est présenté. Et ils découvrent, eux aussi se découvrent autres. C'est vraiment... Tout à fait. Voilà, on n'a pas peur, on a vu des choses magnifiques, on est heureux. C'est formidable, quoi. Et l'art, pour ça, est un médiateur absolument formidable avec le handicap. On arrive à faire des choses, je pense, constructives et pleines d'espoir, véritablement. Ouais. Zouli, elle danse depuis toujours ou pas? Zouli, elle danse depuis toujours. Hein, Zouli, elle danse par défaut, parce que je suis une artiste qui n'a pas lâché le morceau, mais elle est née en Espagne, donc au lendemain de la crise économique de 2008. Hein, elle a quelques mois de différence avec Valentine. Et donc, moi qui dépendais de ma mobilité pour ma survie, il fallait que des soins s'enclenchent. Il n'y en avait pas beaucoup en Espagne. Il fallait quand même que je me pose, qu'elle aille à la crèche. On a trouvé des outils de sociabilité parce qu'elle a été en inclusion dès le départ à l'âge de 9 mois en garderie, etc. Mais bon, pas d'orthophonie. J'avais envie de pleurer en lisant tous les soins qu'a eu votre fille, dont la mienne n'a pas bénéficié. Et donc, je lui ai donné mon art. Parce que je savais que ça, c'était l'outil par excellence pour l'aiguiller vers des concepts devant, derrière les directions, compter. Quand elle était dans le cercle avec nous à la fin de mes cours, où on improvisait tant de mesures, il fallait qu'elle comprenne le sens de « c'est mon tour ». La séquence avant, pendant, après, j'improvise, maintenant je chorégraphie. Et puis, donc elle avait 10 jours. Qu'après ma césarienne, sans aucune allocation, j'ai bien dû reprendre le chemin du studio. et j'ai dansé avec elle dans mes bras. Et puis, j'ai dansé avec elle dans mon dos. Et comme je l'allaitais, elle est partie en tournée pendant 2 ans avec moi dans le monde entier, jusqu'à ses 2 ans. Et puis après, quand il a fallu payer les billets d'avion full price pour elle, je n'en avais plus le moyen de l'emmener avec moi. Et donc, j'ai... mis la main sur un vieux salon de coiffure dans mon quartier, central Barcelone. Et j'ai transformé le salon de coiffure en studio de danse. J'ai construit une mezzanine au fond avec la machine à laver qui tournait dans les vestiaires, les élèves, ma fille qui mangeait son yaourt, maman en autarcie, en auto-survie. Et du coup, elle a baigné dans cet environnement-là. Elle a eu de l'art, de la musique et beaucoup de gens autour d'elle en permanence qui étaient positivants pour elle. Pour elle, la danse, c'est ce que tout le monde fait. Maman va au travail, elle va danser. Pour elle, c'est ça le travail, c'est ça la discipline. C'est une construction. Et puis là, elle a été sollicitée. Le petit clip que vous avez vu, c'est une production à laquelle on a participé, mais c'était elle qui avait été sollicitée. J'ai été son coach. Okay. Alors là, pareil. Donc, c'est elle qui m'a fait naître. Vraiment, parce que ma carrière aurait pu s'arrêter, s'effondrer selon mon état d'esprit.
Et en fait, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que je suis là pour faire? Qu'est-ce que je sais faire? On n'a rien. Ça, je l'ai. Je lui donne, c'est une valeur sûre. Et ça a créé de la magie. Et maintenant, elle est sollicitée pour donner des cours. Voilà, on a commencé un nouveau projet professionnel qui va être peut-être le sien, on verra. Oui. D'ailleurs, je vous engage à aller voir le site internet qui est www.roxanebutterfly.com. Vous aurez toutes les informations. Et vous pouvez revoir la vidéo qu'on vous a montrée. Alors, on va être un peu pris par le temps. Je vais juste remontrer le livre donc, de Vanessa Arcos qui est sorti ce matin en librairie. Il est disponible chez Philippe à la librairie Les Cultures Papier à Charbonnières-les-Bains. Il est disponible aussi sur notre site, sur la page de la rencontre. Avant de vous donner le mot de la fin à tout le monde, je vais dire que demain, nous avons une rencontre aussi un peu spéciale puisqu'elle se déroulera en russe. Je vous rassure, nous recevons Dina Rubina, qui est une grande auteure russe. Elle sera traduite en simultané, heureusement pour nous, parce que je ne parle pas encore le russe. Jamais, peut-être que ces rencontres vont me faire faire des choses que je ne soupçonne pas. Donc, ça sera à 20h exceptionnellement. Et elle viendra nous parler de son livre qui est sorti chez Pocket, qui s'appelle Du côté ensoleillé de la rue. Et il y a une sortie simultanée en brochet chez Masha Publishing qui s'appelle Le syndrome de Petrouchka. Philippe, un grand merci d'avoir été encore parmi nous ce soir pour animer cette belle rencontre. Merci Philippe. Merci Roxane d'avoir été là. Merci Zouli. Et merci Roxane et merci Zouli. C'était formidable. Merci beaucoup. On va donner le mot de la fin à Vanessa. Donc Vanessa, je te laisse conclure cette belle rencontre. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'émotions avec la vidéo. Salut. Non, c'était formidable. Voilà, quand le handicap ouvre comme ça sur des rencontres, sur des choses tellement belles, ce qui fait toute l'essence de la vie, quoi. Les rencontres, voilà, les gens, la joie, le bonheur, l'art. Moi, je trouve ça fantastique. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer un petit peu mon récit, ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai voulu dire et transmettre. Voilà, donc j'espère que ça aidera beaucoup de gens, bien sûr, des gens qui ont des enfants handicapés, différents, mais pas que. Comprendre aussi des fois tout simplement notre nature humaine. C'est aussi un défi d'arriver à comprendre tout ça. Il faut bien une vie pour y arriver et encore. Donc voilà, il faut toujours cheminer, ne jamais oublier de cheminer, de réfléchir et de penser. Question. Voilà. Pardon? Elle veut poser une question. Ah, ben vas-y. Vas-y, Zoé. Par exemple, Valentin, c'est la maman de Valentin. C'est la maman de Valentine, Valentine. qui est comme toi, Voilà, trisomique. comme moi, Et qui belle. a Camboli. Voilà, c'est ça. Et Camboli, c'est ça. Alors, il y a une question. Où trouver le livre aux États-Unis? Je pense que le mieux, c'est d'aller sur la page de la rencontre, un endroit où aller de Vanessa Arcos, et vous serez redirigé sur la maison d'édition. Je pense que la maison d'édition pourra vous renseigner. Voilà. Oui, tout à fait. Sinon, à moins que la personne connaisse aussi une librairie française. Alors moi, j'en connais une à Washington, donc il y en a un, voilà. Qu'on peut lui donner aussi. Et ils reçoivent tout parce que je sais que j'ai une amie qui l'a commandé sur Hong Kong, pour tout vous dire. Et voilà, et elle va le recevoir à Hong Kong. Donc, tout est possible, on va l'avoir. Voilà, vous l'aurez. Parfait. En tout cas, un grand à New York aussi, Véronique, on vous donnera les coordonnées. On va les mettre les coordonnées sur notre site internet, comme ça tous les gens à l'international pourront trouver les librairies francophones qui vendent le livre de Vanessa Arcos. Donc lisez vraiment ce livre, c'est vraiment un livre d'auteur, un livre très intéressant. Belle vie à ton livre, Vanessa. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Philippe. Et puis pour ce beau cadeau, voilà, merci. Merci à vous les artistes. Merci bien. Bonne soirée et merci, à Philippe. demain 20h. Au revoir Nathalie, au revoir.